l'utilisation. Par exemple, ici, ça c'est le principe de DSM. Voilà. Je crois qu'on devrait commencer par là. C'est mieux de commencer par ici. Vous n'êtes pas familier, mais je suis sûr que vous connaissez déjà un peu l'insecte. On va pouvoir travailler là-dessus. Donc, ici, c'est le cycle biologique. Oui, ici, c'est le cycle biologique de l'insecte. L'insecte passe à 4 stades de développement en général. Et on a là l'adulte qui pond les œufs, ensuite on a la larve, la pupe et l'adulte. Et donc, dans le cycle, l'étape qui nous intéresse le plus, c'est surtout la larve, puisque c'est ce stade-là qui est utilisé dans la bioconversion de la matière organique. Donc la larve s'alimente en 2 semaines environ sur la matière. Ici, par exemple, on présente comment on fabrique les différents prototypes qu'on utilise dans la production, comme les cages que nous avons souvent eu à fabriquer dans le cadre des différents projets pour distribuer aux parties prenantes. Donc, de ce côté, nous avons les applications de l'utilisation de ces insectes-là dans la pisciculture, pour l'élevage des poissons en hors sol. Ici, je ne sais pas si c'est clair, c'est dans l'alimentation, l'application dans l'alimentation des lapins. Ici, c'est l'application dans l'alimentation des poissons-chats. Et ici, dans l'alimentation de la volaille. Et là, c'est dans la production des légumes. Bon, ici également, je ne sais pas. Oui. Le docteur Valérie va présenter ça. En fait, ici, nous avons voulu présenter un peu tout ce que nous avons comme protéines. Parce qu'à part tel que vous observez, nous parlons des résidus à la résistance. Donc c'est un concept qu'on est en train de développer. Pourquoi ce concept? On s'est rendu compte qu'il y a des pratiques, à travers les pratiques agricoles, on peut se retrouver à des résistances, non seulement des insectes, également, et que ces résistances à travers ce que nous consommons. Par exemple, si nous utilisons les résidus de pesticides, par exemple, pour contrôler les ravageurs, et en retour, on utilise les antibiotiques pour traiter les animaux, il peut y avoir une contamination, non seulement des fesses produites par ces animaux, il peut y avoir contamination des eaux et des sols après utilisation de ces résidus de pesticides. Tout ça se retrouve dans la nature. Et lorsqu'on fait des productions des légumes, ça peut se retrouver également dans ces légumes. Et non seulement les résidus de pesticides vont entraîner la résistance des insectes en général, ce qui sera un grand problème au niveau des agriculteurs, comme au niveau de la santé publique, avec ceux qui font dans le moustique. Également, le problème de résistance des micro-organismes. Chaque jour, on parle de la résistance aux antibiotiques ou bien antibiotiques autres. Donc, c'est ce concept que nous sommes en train de vouloir également développer pour couvrir cette résistance. Est-ce que ce n'est pas ce que nous consommons qui est à l'origine des résistances au fil des temps? Donc, c'est en général ce que ce rôle essaie d'expliquer. Une maladie qui attaque principalement la peau et les yeux. Donc, on peut voir sur quelques dommages causés lorsque quelqu'un attrape la maladie. Et la maladie est transmise par une mouche, la mouche noire qu'on appelle généralement simili. Et elle se déroule dans les cours d'eau à courant rapide. Dans la stratégie de l'OMS, c'était qu'ils sont éliminés la maladie à l'horizon 2021. Mais ils sont basés sur la stratégie où il fallait donner des médicaments aux gens pendant une certaine durée pour éliminer la maladie. Mais après le temps passé, on se rend compte que 25 ans après le traitement, la maladie persiste. On se pose donc la question qu'est-ce qui est à l'origine. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont recommandé, dans plus des médicaments qu'on donne aux gens, d'associer un programme véritable de lutte antivectorielle. Et nous on a donc discuté certains modèles de pièges pour tester l'efficacité. Et on a testé, il y a des 2 pièces qui sont venues, qui ont donné des résultats un peu plus satisfaisants en fonction de l'écologie du vecteur. Que le vecteur soit dans la zone forestière ou dans la zone des savanes. Ce piège marche beaucoup plus dans la zone des forêts, qu'on appelle le HDT, alors que celui-ci marche dans la zone des savanes. Mais actuellement, si on est en train de mettre du pied, de tester un nouveau piège qui peut combiner les effets des deux et attraper, que ce soit les mouches qui sont en savane ou en forêt, et ça cible également
femelles, ils sont en train de chercher un lieu de pondre parce que ça prend aussi les femelles, beaucoup plus les femelles qui sont rapides. Et on voit donc en utilisant ce piège, on peut carrément réduire la densité de la population et par conséquent éliminer la transmission du vecteur. Et nous sommes en train de passer à l'état où nous déjà fonctionné à l'état naturel normal, mais on est en train d'essayer de voir si, comme les stimuli sont les mouches qui pondent en agrégat, donc il y a des substances dans les œufs des stimuli qui attirent les femelles et venir pondre où les congénères ont déjà produit. On est en train de tester de voir est-ce que les phéromones d'attraction des stimuli peuvent augmenter l'efficacité du piège. Donc c'est un peu ce que nous présentons dans ce rôle-là. On est en train de développer certains phéromones à base des œufs des stimuli pour voir si on peut augmenter la capacité du piège. Que les animaux peuvent manger facilement. Ce qui est Azola binata, c'est une plante aquatique, c'est une plante qui pousse à la surface des bas-fonds, par exemple. C'est donc nous faisons cette production également et nous faisons des formulations pour nourrir les animaux. Et vous allez voir tout à l'heure déjà quelques formulations à base de BSF comme source de protéines animales et Azola comme source de protéines végétales. Et donc ici c'est un système que nous appelons aquaponic system. En fait, nous donnons les larves à manger aux poissons et cette eau-là est riche en matière organique. Et cette eau, nous essayons de véhiculer ça dans les lacs pour faire grandir quelques légumes. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure dans la série. Et donc, ici, c'est de la patate douce produite avec les faces de la production noire. Donc, c'est assez gros et même les qualités organoleptiques étaient quand même assez intéressantes. Nous sommes en train de faire des études sur ces paramètres. Ici, c'est juste pour montrer une faible parce que nous travaillons également avec les producteurs de volailles et nous essayons également de tester des larves déjà dans leur faible. Donc, nous allons faire quelques essais dans les faibles des producteurs. Donc, nous allons vous mettre la photo. Ici, c'est des éleveurs de poissons. C'est la bière, un peu dans la zone Canada, on travaille également avec eux. Et bon, il y a l'aspect training. Donc, nous formons également les jeunes qui viennent de temps en temps faire quelques jours avec nous pour apprendre comment développer les laboratoires pour aller les valoriser, soit en agriculture ou bien dans la production animale. Puisque les vecteurs de paludisme et les vecteurs de maladies infectieuses se développent généralement dans les périmètres agricoles, donc nous essayons de collecter ces vecteurs-là. Ici, on travaille sur plusieurs vecteurs de maladies, notamment le paludisme et les vecteurs de la dengue et également des syphilis, pour voir est-ce que ces insectes ont déjà développé la résistance aux insecticides, puisqu'on constate que c'est les mêmes insecticides qui sont utilisés dans les périmètres agricoles, qui sont également utilisés en santé publique. Donc, si l'insecte est déjà en contact avec ces insecticides, il peut rapidement développer la résistance et rendre les méthodes de lutte inefficaces. Donc, lorsque nous collectons ces insectes, nous déterminons le niveau de résistance de ces insectes vis-à-vis des insecticides utilisés en santé publique. Nous effectuons également la caractérisation de ces vecteurs parce que du point de vue morphologique, on ne parvient pas à distinguer toutes les sous-espèces. Et toutes les sous-espèces ne sont pas vectrices de maladie. Donc il faut d'abord faire cette caractérisation et ensuite déterminer le niveau de résistance et après voir quels sont les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans cette résistance observée. Et à ce titre, nous avons plusieurs machines, le thermocycleur, le nanoforme, les machines de QPCR qui nous permettent également de quantifier le niveau d'expression de ces flagelles qui sont impliqués dans la résistance. Et après ce travail, nous essayons de discuter avec les paysans, puisqu'il y a des travaux qui se font sur les non-soldats, Azola, pour avoir des traces des engrais bio, pour pouvoir lutter contre cette résistance, pour sensibiliser les producteurs à l'utilisation des engrais bio pour pouvoir réduire la résistance et rendre les méthodes de lutte plus efficaces. Alternative, ISF et Azola. Comme nous le savions, la transformation, c'est le cœur de la valorisation de l'échelle globale. Donc, pour pouvoir inciter les producteurs, les entrepreneurs, toute partie prenante à
nouvelles protéines-là, il faut leur montrer de façon concrète qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'est pour cela nous avons fait des formulations pour la paix. Ça c'est les granulés pour la paix. Nous avons élaboré la formule et transformé ça aussi sous forme de granulés. Et non seulement ça, nous avons aussi testé ça sur les lapins. Nous avons nourri les lapins avec. Et nous avons eu des résultats très intéressants qui ont été publiés. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est avec Azola. C'est l'intérieur. En fait, comme vous le savez, dans l'alimentation animale, nous avons souvent deux sources protéines. Nous avons la farine de poisson qui est utilisée notamment par les producteurs en général, qui est une source de protéines animale. Et nous avons le soja, qui est une source de protéines d'origine végétale. Donc, comme nous avons deux produits ici, qui est à la fois végétal et animal, on s'est dit pourquoi ne pas faire des substitutions et remplacer dans la formulation des aliments les BSF comme source de protéines animales en remplacement à la farine de poisson et la Zola pinnata comme source de protéines végétales en substitution à la farine de soja. C'est ce que nous avons fait dans les formulations pour la pain et aussi pour les cailles. Nous faisons également pour les poulets, bien sûr. Nous avons fait quelques prototypes ici que vous pouvez voir. Et nous avons déjà commencé à travailler avec les producteurs, dont ils sont déjà informés de ces technologies-là. Mais nous avons besoin de plus de moyens pour les aider, surtout dans le volet scaling, dans cette technologie. On doit les aider peut-être à faire leur petites coopératives, on leur apprend comment développer les PCF. Et on les forme pour la production des labs et aussi, pourquoi pas pour la production de leur formulation. Donc nous avons également besoin de financement pour accompagner. C'est ça qui nous voit sur nous. Sinon, nous avons quand même fait déjà pas mal de recherches de tout ce que nous voyons. De l'objectif. Lorsque c'est des QPCR, nous passons par l'extraction de l'ARN. Lorsque c'est l'ADN, nous faisons le génotypage, nous passons par l'extraction de l'ADN. Et en fonction également du gène ou bien de l'objectif visé, si on doit aller jusqu'au séquençage, on utilise des kits. Les kits, c'est des solutions déjà prêtes à utiliser. On les commande et on les achète. On utilise le protocole et on déroule la prise. Alors que pour beaucoup de manipulation, en fonction du cours, du nombre d'échantillons, on prépare également le ici, on fait le mix, et après on ajoute une ADN avant de passer dans la salle de PC pour mettre les échantillons à la machine. Pour la détection des résidus de pesticides et des antibiotiques. Donc, dans beaucoup de matrices, que ce soit matrice animale, végétale, le son, partie de l'environnement. Donc actuellement, il y a une analyse qui est déjà en cours où nous sommes en train de screener les résidus des pesticides dans les sols que nous avions collectés au niveau des périmètres agricoles pour voir le type de résidus qui s'y trouvent afin de passer l'information à la collègue comme elle parlait de screener les moustiques qui ont été dans ces zones. Si on trouve déjà les résidus de pesticides, on peut déjà envisager avec une contamination des moustiques qui vont résider d'autres insectes dans cette zone. Et dans la même salle également, le petit appareil, si nous sommes encore lancés dans la avec cet appareil également par la HPLC. Donc c'est ce que nous faisons dans cette salle. L'analyse des méthodes. Présentement, nous sommes en train de préparer l'échantillon pour l'analyse des méthodes. Ici, on analyse le cuivre, le plomb, le zinc, le manganèse. Pour ce faire, on utilise l'appareil appelé le métallizer, qui est connecté avec une machine et on utilise les standards. Les standards qui sont les plus basses consommations sont les 5 ppm.
qu'on utilise pour doser les différents métaux, l'eau dans le sol et l'eau et les différents aliments. Nous avons comparé avec les fertilisants minéraux et les fermes de poules comparées au BSF. Comme vous pouvez le constater sur la photo, presque à la même dose, vous voyez la différence de taille des légumes. Donc c'est assez intéressant. Et par rapport à la conservation aussi, les producteurs nous ont rapporté, ceux avec qui nous avons travaillé, nous ont dit que les légumes développés avec des traces de BSF se conservent mieux. Donc quand ils déposent dans leur champ, ça se conserve mieux que lorsqu'on utilise les fientes de poule ou bien le NPK et le riz. Donc ça fait partie des résultats intéressants. Nous avons fait les mêmes essais sur la laitue, nous avons remarqué exactement la même chose. Pareil pour le piment également. Voilà quelques résultats intéressants que nous avons. Ça, bon, c'était l'essai sur les cailles qu'on a fait avec les producteurs.